Bonjour à tous. Il est 11 heures. On va attendre quelques minutes, que les inscrits nous rejoignent. On est une cinquantaine d'inscrits. En attendant, je vous présente, vous avez le chat et les questions si jamais, vous souhaitez poser des questions pendant la présentation et puis on y répondra, au fur et à mesure et pendant le temps d'échange. Bonjour tout le monde. Bonjour Vincent. Alors on va pouvoir démarrer maintenant que Vincent nous a rejoints. Je vous laisse vous présenter, Florence? J'attaque? Très bien. Bonjour à tous. Florence Bazzeli, je suis cofondatrice des Ressourceurs, qui est un collectif qui s'est monté à travers de nombreux échanges et de nombreux projets tout au long du centre Michel Serres, qui a été créé par le CNAM. Et donc, ces Ressourceurs, c'est un centre d'innovation territoriale itinérant qui aide les entreprises et les collectivités à mettre en place des projets locaux, des projets de territoire par l'axe de la prospective et du design d'usage. Merci Florence. Elisabeth? Bonjour à tous. Je suis Elisabeth Quérel, je dirige le cabinet SIA Heritage qui est spécialisé dans l'accompagnement des collectivités territoriales et services de l'État dans le cadre de candidature à l'inscription sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ou la gestion de sites qui sont déjà inscrits. Merci. Et Vincent? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc moi je suis Vincent Lecomte. J'ai créé un cabinet de conseil qui s'appelle Faire Ici, qui travaille sur toutes les questions de développement local, notamment développement économique, en y mettant une dimension de développement durable également. Donc on travaille principalement auprès des collectivités, mais on a aussi une activité assez développée autour des questions d'entrepreneuriat et notamment d'innovation sociale. Merci. Vincent, je te laisse te présenter aussi. Oui, bonjour, Vincent Passini. J'ai 3 activités principales. Je suis professeur associé au Conservatoire national des arts et métiers. J'enseigne la prospective appliquée à l'action des territoires et des réseaux. Je suis entrepreneur et dans ce cadre-là, je suis un des actionnaires de ICO qui développe la solution MIA. Et puis, je fais du conseil en prospective et stratégie. Merci. Et à mon tour, donc Laura Poyet, membre aussi de l'équipe ICO, qui va animer ce webinaire. Donc au programme, on aura 4 différentes questions donc, auxquelles nos ambassadeurs vont pouvoir répondre et nous finirons par une conclusion de Vincent à la suite de ces questions, ainsi qu'un temps d'échange avec vous où on répondra à l'ensemble de vos questions. Donc on va pouvoir commencer avec la première question. Donc, quelles sont vos recettes pour fédérer et animer un écosystème autour d'une démarche de territoire? Je vais proposer à Elisabeth de bien vouloir commencer à répondre. Avec plaisir, merci Laura. Alors, c'est pas très visuel, mais je tenais à commencer par une carte des sites français inscrits au patrimoine mondial.
Ça permet de se rendre compte, croyez-moi sur parole, qu'il y en a 45. Il y a un comité du patrimoine mondial chaque année, l'été, sauf évidemment l'année dernière, où on a eu un léger problème de pandémie mondiale et il ne s'est pas réuni, mais là, c'est l'état des lieux français. Il y aura probablement 1 voire 2 nouveaux sites inscrits au prochain comité qui a lieu du 16 au 31 juillet cette année. Là, pour l'instant, vous verrez peut-être vaguement que la particularité des sites inscrits au patrimoine mondial, c'est qu'à la fois, il n'y en a que 45, ça donne une bonne idée du caractère un peu exclusif et élitiste. Vous voyez aussi qu'ils sont quand même répartis de manière assez homogène sur le territoire et quasiment tous situés dans des zones finalement plutôt rurales. Ce qui fait qu'on est éloigné souvent des grands centres de décision politique et éloigné aussi d'une ingénierie facilement accessible, des centres universitaires également. Donc, c'est une des spécificités des sites du patrimoine mondial, mais qu'on retrouvera, je pense, aussi chez mes aimables co-représentants d'aujourd'hui. Et on a aussi une très, très grande diversité d'acteurs. Où on est sur à la fois l'État qui est le garant de l'inscription aux monuments historiques et le signataire de la Convention du patrimoine mondial. On a évidemment des collectivités qui sont soit propriétaires, gestionnaires de composantes ou de sites inscrits, soit à minima concernées par les questions de documents d'urbanisme, de développement territorial, de tourisme, évidemment. Et on a des acteurs associatifs qui sont souvent en charge de la mise en valeur, de la mise en visite des sites. Donc, une grande multiplicité d'acteurs. C'est probablement la raison principale pour laquelle c'est à la fois si compliqué et si intéressant de mettre en place des plans de gestion UNESCO sur les sites inscrits au patrimoine mondial. C'est vraiment ma spécialité. Et c'est à ce titre-là qu'il est prégnant et important de mettre en place, de gérer cet écosystème, donc cette très grande diversité d'acteurs, tous concernés à des niveaux divers et variés dans des tâches qui ne sont pas les mêmes. Et je dirais que la recette pour élaborer un projet avec cette grande diversité d'acteurs, c'est, du moins celle que j'ai toujours voulu mettre en place, mettre absolument tout le monde autour de la table et réaliser les 3/4 du temps que ça n'a jamais été fait, ce qui est assez étonnant, mais pas si étonnant que ça. On est sur des acteurs qui ont des cultures de travail très différentes, des langages de travail très différents, et qui n'ont jamais finalement été tous conviés au même titre à travailler ensemble. Donc mettre tout le monde autour de la table, vraiment inviter tout le monde et avoir autour de la même table les représentants des services de l'État, les élus et les techniciens des collectivités et les membres des associations, c'est vraiment, je dirais, le point de départ. Du coup aussi la difficulté, c'est qu'il s'agit de trouver un langage commun dans l'élaboration d'un diagnostic partagé et après dans l'élaboration d'un projet, puisque ces personnes n'ont pas l'habitude de travailler ensemble et travaillent à chaque fois à des échelles différentes. Et je pense que l'autre élément qui est vraiment important dans l'élaboration des plans de gestion UNESCO et donc des projets de territoire avec des écosystèmes aussi variés, c'est d'ouvrir grand la boîte à idées. On gère tous de la contrainte depuis 10 ou 15 ans, majoritairement de la contrainte budgétaire. On a tous plutôt pris l'habitude d'essayer d'en faire le moins possible parce qu'on a plutôt des budgets en baisse à gérer, au moins dans les services de l'État et les collectivités. Et là, ce qui est important et ce qu'on leur propose de faire dans le cadre d'un plan de gestion UNESCO, c'est de se hisser à la hauteur des exigences du Comité du patrimoine mondial. Une fois qu'on a installé une ambiance de confiance et mis en place ce langage de diagnostic commun, en ouvrant le plus grand possible le champ des possibles, justement. Ça passe par un détail, mais qui a son importance, c'est qu'on ne fait pas de compte-rendu de réunion. J'essaie plutôt de lister toutes les idées telles qu'elles sortent, sans lister de qui elles viennent. Et c'est vraiment important, je pense, pour permettre à chacun de sortir un peu de cette habitude de gestion de la pénurie et de plutôt réfléchir à tout ce qu'on pourrait faire dans un monde idéal. Parce que cette multiplicité d'acteurs, le bon côté des choses, c'est qu'elle permet aussi d'avoir, au moment où on a des idées, autour de la table, toutes les personnes qui sont à la fois susceptibles de les autoriser, de les cofinancer et de les mettre en œuvre. Donc on se retrouve avec une espèce de magie qui opère et qui permet en général de sortir du « on a toujours fait comme ça » et de se mettre à voir les choses un peu différemment. Merci Elisabeth. Vincent, est-ce que tu veux compléter? Oui, je vais compléter, merci.
Bon, d'abord, évidemment, je rejoins Elisabeth sur ce qu'elle a dit. Je pourrais revenir un peu en partie sur ces éléments-là. Rappeler aussi peut-être pourquoi c'est nécessaire de fédérer, d'animer ces écosystèmes-là dans le cadre des démarches de territoire. Je pense que dans les différents webinaires MIA, c'est des messages qui sont déjà passés, mais c'est quand même important d'expliquer, de rappeler que les acteurs ou les projets qu'ils peuvent mener, effectivement, s'ils restent en vase clos, ils iront pas bien loin. Et ça, c'est une réalité, une forme d'évidence qui pourtant est peut-être un peu trop souvent oubliée. Et notamment quand on travaille en matière territoriale, en matière de développement territorial, j'irais même un peu plus loin en disant que quelque part, les projets qui font cavalier seul ou les acteurs cavaliers seuls, bon, on les veut pas nécessairement, ou en tout cas, on n'a pas forcément à s'appuyer sur eux parce que ce sont des projets qui vont produire de la valeur dans un cercle fermé au service des intérêts d'un acteur en particulier, mais pas de l'intérêt partagé et général. Et l'idée, c'est bien de travailler sur des projets, des actions, des développements qui vont servir le territoire et l'ensemble de ces acteurs. Donc, on a tout intérêt effectivement pour ça de mettre l'ensemble de la matière sur la table et de la partager et de disposer finalement chacun de cette même lecture. Et donc ça procède du fait que, bah, comme le disait Elisabeth, une des premières choses à faire, c'est de partager un langage commun et donc d'avoir cette vision commune, mettre les différents acteurs autour de la table, c'est indispensable pour démarrer. Ensuite, la question qui se pose, c'est bah, de quel type de ressources on parle. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'acteurs assez spontanément, mais les ressources sont pas toutes actives sur un territoire, ou en tout cas pas toutes seules. Et il y a tout un tas de ressources quand on parle de développement territorial qui sont aussi des ressources naturelles, qui peuvent être des infrastructures, qui peuvent être des ressources qui ont une valeur un peu plus éphémère, des événements, des choses comme ça. Et c'est important aussi toujours pareil, de partager cette vision assez complète, assez systémique là, du territoire en cartographiant l'ensemble de ces différentes ressources, bah, pour que chacun prenne la mesure de ce qui se fait déjà. On a toujours tendance à vouloir réinventer la roue. L'idée, je pense, c'est d'avoir une forme de pragmatisme dans l'action et donc de commencer à se dire: «Mais qu'est-ce qui existe déjà? Et par rapport à cet existant, par rapport à ce que les uns et les autres font, évidemment, est-ce qu'il y a des trous dans la raquette? Mais aussi sur l'existant, qu'est-ce qu'on peut améliorer?» Donc pour construire une démarche territoriale, je pense que c'est important de repartir de là et de pas se dire qu'on part d'une feuille blanche. Il se fait toujours des choses et donc effectivement, pour, bah, voir, comment dire? L'étendue de ce qui se fait, de ce qui peut se faire, on a besoin d'associer un maximum d'acteurs. Et d'autant plus que quand on va chercher à identifier des marges de manœuvre, mais ça on y reviendra peut-être, ça se passe beaucoup dans les interactions que les acteurs ont ou par ailleurs dans les interactions pardon, qu'ils n'ont pas. C'est-à-dire que moi j'essaie de beaucoup travailler sur la notion d'ancrage territorial. On pourrait croiser ça avec les sujets d'économie circulaire, par exemple. Hem, il y a beaucoup de marge de progrès possibles sur les échanges entre acteurs économiques sur un territoire. Et aujourd'hui, donc, les marges de manœuvre se situent énormément dans ces échanges qui peuvent être activés et qui aujourd'hui ne le sont pas. Donc l'intérêt, pour synthétiser, c'est ça, et la méthode, c'est effectivement de mettre les différents acteurs autour de la table pour que chacun puisse avoir cette vision partagée de ce qui se fait, de ce qui pourrait se faire et que, ensuite, ben, on identifie finalement, avec qui et comment on va pouvoir le faire. Donc, l'important, ça va être aussi de se dire, bah, parmi ces acteurs, parmi ces ressources, au sens large, qu'est-ce qui est activable demain? Donc ça commence par ça le projet de territoire. Merci Vincent. Florence, tu veux dire quelques mots sur cette question? Oui, moi je vais peut-être simplement, enfin, je ne sais pas si c'est un résumé, mais en tous les cas, il y a 3 points qui me paraissent essentiels sur cette question. C'est rendre visible le réseau. Voilà, pour fédérer et animer l'écosystème, il faut le rendre visible. C'est très important parce qu'on est dans, dans, dans un mode de fonctionnement aujourd'hui où tout est opaque. Donc c'est important de le rendre visible. C'est important de donner du sens à ce réseau.
Donc, la façon dont on va relier les choses et les gens et les ressources, ça donne du sens. Et puis, pour revenir sur ce que disait Vincent, et puis je pense aussi Elisabeth, c'est voilà, articule cette ressource autrement parce que c'est vraiment un levier de démultiplication, c'est un levier pour démultiplier la puissance de la ressource. Donc moi, c'est les 3 éléments que je retiens en tous les cas de ces recettes pour fédérer et pour animer un écosystème, c'est rendre visible, donner du sens au réseau, rendre visible le réseau, lui donner du sens, et du coup l'occasion de démultiplier les projets et la puissance des projets par la mobilisation différemment du réseau. Voilà. Merci, on va pouvoir passer à la deuxième question. Alors, quelles sont vos méthodes pour accompagner l'émergence d'un portefeuille de projet porté par un collectif, puis son pilotage? Vincent, si tu veux bien, je te laisse la parole. Oui, bah, merci. Ça va être dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que, ça commence par la connaissance de ce qui se fait et par la compréhension de ce qui se fait. Donc c'est vrai que, cartographier, les ressources, les projets, c'est une chose. Maintenant, il faut rentrer un petit peu dans le détail de l'ensemble, de ces données-là. Comment se font les projets aujourd'hui? Parce que, finalement, dans l'émergence d'un portefeuille de projet, je disais tout à l'heure, on ne part pas d'une feuille blanche. Dans un portefeuille de projet, il n'y a pas que des actions nouvelles, il va aussi y avoir, l'idée de se dire comment l'existant, on peut le faire mieux, on peut le faire autrement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il peut y avoir beaucoup d'initiatives sur un territoire, mais qui sont peut-être pas, à la bonne échelle, en tout cas si on se place du point de vue du territoire, qui sont pas forcément à la bonne échelle, qui sont pas forcément avec la bonne temporalité, qui ont peut-être un problème de justement de ressources pour pouvoir, cranter, aller plus loin, avoir plus d'impact. Et puis, parfois, il y a des projets qui sont un peu bancals, hein. C'est quelque chose qui peut également, arriver et tout l'intérêt, c'est effectivement de mobiliser la force du collectif, qu'il soit public, privé, mixte, pour, se dire: «Bah, sur ces projets existants, comment on peut collectivement, les faire monter en puissance et faire monter en gamme?» soit en amenant des ressources supplémentaires qui vont permettre de dépasser les contraintes qu'on connaît aujourd'hui, soit pour, accompagner la duplication ou le changement d'échelle, de l'action. Donc il y a déjà effectivement un travail à faire sur l'existant et de se dire cet existant, comment on peut l'amener vers un peu plus d'emphase par rapport, aux attentes, aux ambitions là du projet, pour le territoire. Et puis après, il y a évidemment travailler sur, les trous dans la raquette dont je parlais tout à l'heure, hein. Comment on se saisit de ces problématiques-là. Je vous parlais d'innovation sociale tout à l'heure en me présentant. Si j'ai un affect particulier pour l'innovation sociale, c'est que on est clairement sur des projets qui ne sont jamais hors sol. On est sur des projets qui repartent d'un besoin qui est non satisfait ou mal satisfait, besoin social, environnemental ou autre, mais et donc qui ont toujours en fait un lien avec le territoire. Et donc quelque part, si on regarde la façon dont on va mener un projet d'entrepreneuriat, on va pouvoir largement s'inspirer de ces approches-là, de ces méthodes-là aussi pour conduire un projet sur un territoire et donc de dire bah, qu'est-ce qu'on a avec ça, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire. Et une fois qu'on aura commencé à faire, on va identifier de nouvelles opportunités, de nouvelles contraintes. Et à partir de là, comment on va réorienter, peut-être aller chercher encore d'autres acteurs. Voilà. Et donc, on va avoir la même logique dans le cadre du portefeuille de projet. Donc, on a travaillé sur l'existant. Et puis, au-delà de ça, quand on va travailler sur les nouveaux projets, on va se dire, ben, par rapport à la problématique qui est posée, qu'on doit satisfaire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui, quelles sont les cartes dont on dispose, et avec ça, qu'est-ce qu'on peut commencer à faire. Pas toujours viser l'action parfaite, mais plutôt cette première marche là, qui va nous permettre de commencer à rentrer dans le sujet. Et ça, c'est notamment possible parce que justement, on a identifié les différentes ressources et qu'on va pouvoir se dire, bah, tiens, cette ressource-là, on l'a, on peut l'activer, il faut qu'on aille la chercher au service du projet. Et donc, en termes de méthode, l'idée, c'est ça, hein, c'est bien d'accompagner les acteurs, les collectifs d'acteurs à aller chercher des faiseurs qui vont permettre de débloquer une situation. Je dis les faiseurs, mais ça peut être à certains moments les financeurs également. Ça peut être aussi les facilitateurs, au sens d'une collectivité, par exemple, qui va faciliter l'expérimentation sur tel ou tel sujet en donnant des dérogations. Voilà. Et donc, c'est mobiliser cet écosystème de ressources pour faire monter en opérationnalité les différents projets. Merci Vincent. Florence, tu veux rebondir? Moi, je vais vous donner un exemple, ou 2 exemples plutôt.
Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Vincent parce qu'effectivement, on partage la même analyse. En termes de méthode, je vais partir des fondamentaux de la prospective, qui est un peu la couleur des ressourceurs. L'intérêt de ces réseaux et de les cartographier, c'est que pour pouvoir avancer, pour qu'on puisse mobiliser un réseau et qu'il puisse être efficient sur son territoire et dans le développement du territoire, tu peux rester sur l'autre. Merci. Il faut qu'on se fixe un cap commun. On a besoin d'avoir un cap commun. C'est important. Et puis, il y a plusieurs méthodes pour fixer ce cap commun. Il y a des ateliers de prospective qui sont très structurés, très structurants et très intéressants. Et puis, il y a aussi comment on démarre du terrain. Et c'est tout l'intérêt de MIA avec la cartographie des ressources et des projets. Parce qu'à travers cette cartographie, on peut commencer à définir sur la partie représentation et non pas sur la partie du cap commun fixé définitivement, du futur souhaitable fixé définitivement. Mais à partir de ces projets, on peut identifier des enjeux, on peut identifier des axes majeurs, on peut identifier des orientations et des représentants que les acteurs locaux se font d'un futur souhaitable. Et c'est une base pour travailler ensuite un projet de prospective qui est intéressant, où on va aller recouper avec des éléments qui sont plus scientifiques et on part de ce qui est imaginable, de ce dont on a envie pour ensuite construire ce qui est possible et finalement dans ce qui est possible, ce qui est souhaitable. Donc ça, c'est la première partie, elle est essentielle parce que pour pouvoir démultiplier les projets, pour pouvoir faire avancer les projets locaux, il faut quand même qu'on soit à peu près tous dans le même axe. Et puis ensuite, il y a d'autres outils qu'on peut mobiliser. Je vous prends l'exemple du projet alimentaire territorial qu'on fait sur plusieurs intercos, notamment en Nord-de-Sèvres, où c'est parti d'une initiative citoyenne. Il y a 50 structures qui se sont mobilisées parce qu'aujourd'hui, l'Interco ne s'est pas saisi du projet alimentaire territorial. Et puis, on voit bien qu'à 50 structures, c'est compliqué de donner des projets, c'est compliqué d'avancer quand on n'a pas de méthode. Et là, on s'est fixé un futur souhaitable. Il a été assez facile à positionner. On a utilisé un outil qui s'appelle Parcelle, que je ne détaillerai pas, mais qui est un outil autour de l'agriculture qui vous donne un nombre d'hectares sur votre territoire, et quand vous rentrez quelques données, qui vous dit, ben voilà, si vous voulez 50% de production alimentaire locale, si vous voulez 40% de bio, ben, il vous faut tant de terre, ça va vous permettre de réduire votre empreinte carbone d'autant, etc. Donc, ça permet de fixer des enjeux après qui sont très opérationnels. Et puis, je rejoins ce que disait Vincent, c'est faire mieux avec l'existant. Donc, une fois qu'on a ce cap souhaitable, une fois qu'on a ces enjeux, bon, on mobilise la ressource existante, on ne va pas en chercher plus loin, en tous les cas pas au début, et on fait mieux avec l'existant. Voilà, donc en termes de méthode, il y a plusieurs entrées, mais en tous les cas, à chaque fois, on a des enjeux opérationnels, on a des caps à se fixer, et là-dessus, les méthodes de prospective nous aident énormément, parce qu'elles sont forcément très collaboratives, et puis on part des usages, on part des représentations d'usages, et c'est essentiel pour pouvoir construire et agrémenter, j'allais dire, le réseau. Je veux bien que tu passes sur l'autre slide. On y reviendra un peu plus tard sur la prochaine question. Mais là, ce qui est intéressant, c'est une expérimentation sur Village du Futur. Donc, c'est redynamisation des centres-bourgs. C'est une première version qui a été faite dans la Nièvre, où il y a une quinzaine de petites communes. Alors là-bas, on est à 14 habitants au kilomètre carré, hein, donc on a de l'espace. En termes de ruralité, pour rebondir sur ce que disait Lisa tout à l'heure, voilà, on n'a rien à portée de main, ni ingénierie, ni infrastructure. Donc, tout est à créer et être très créatif parce qu'on n'a pas les moyens. Et du coup, là, ce qui est très intéressant dans ces projets-là, donc sur Village du Futur dans la Nièvre, on n'a pas mobilisé MIA. En revanche, je vous l'expliquerai tout à l'heure, sur le prochain syndicat mixte en Vendée, on va mobiliser MIA et on va pouvoir comparer la démultiplication des projets avec et sans MIA. Donc là, ça a très, très bien fonctionné. Voilà, la revitalisation des centres-bourgs a été faite à partir d'articulation entre des entreprises, des collectivités et de l'implication citoyenne. Donc, on a travaillé autour de la gouvernance partagée, on a travaillé autour d'un projet de territoire par les projets concrets du style mettre à disposition un magasin de producteurs pour que les producteurs puissent faire du circuit court. Donc là, la collectivité a décidé de mettre à disposition un local. On a transformé les pratiques des agents communaux pour qu'ils puissent venir intervenir en mode brigade sur ces interventions-là. Et tout ça, c'est des micro-projets qu'on a pu relier pour le coup sur le papier, ou par le papier ou par les ateliers, sans MIA. Et on va faire la même chose
sur les syndicats mixtes de Vendée avec MIA. Donc voilà, à chaque fois, on fixe un futur souhaitable, quel est le village du futur, quel est le projet alimentaire territorial que l'on veut, et on fait avec les distants et on regroupe les projets pour atteindre ce cap. Juste, tu peux passer la slide d'après, juste pour expliquer. Voilà. Et donc, dans ces projets, on a pu régulièrement sur les territoires identifier des axes qui tournent autour des 6 fonctions sociétales, se nourrir, se loger, apprendre, s'épanouir, etc. Et donc, on a pu cartographier autour de ces fonctions sociétales des projets qui sont assez récurrents et communs à chaque territoire, mais qui ne sont pas forcément réalisés de la même façon. Voilà pour moi. Merci. Elisabeth ? Vu les excellentes présentations de mes petits camarades, je vais éviter d'en rajouter. Nous, on traite des thématiques différentes sur les plans de gestion UNESCO. On est sur les questions de restauration des monuments historiques, de prise en compte des abords dans les documents d'urbanisme et d'aménagement, sur des questions de mise en place de projets de recherche universitaire, de valorisation de la connaissance existante par les projets de publication ou la mise à disposition de la connaissance aux médiateurs des sites, la qualité de la médiation, la mise en tourisme aussi, où l'UNESCO nous demande d'une part de maîtriser l'impact de la fréquentation touristique sur la conservation des sites et où d'autre part les territoires ont tout intérêt à maximiser les retombées par le biais d'un nombre de nuitées, par le biais de la mise en réseau notamment du coup avec les autres sites patrimoniaux pas forcément inscrits au patrimoine mondial est importante pour générer quelque chose qui ne soit pas une visite d'une demi-journée mais plutôt quelque chose qui produit des effets sur les territoires. Et après, on traite aussi d'autres thématiques parfois, comme on l'avait fait en Ardèche autour du projet de la grotte Chauvet, où on avait carrément fait de la gestion prévisionnelle de l'emploi et des compétences à l'échelon territorial à une époque où ça n'existait pas vraiment, et où on avait essayé d'anticiper les créations directes et indirectes d'emplois qui allaient arriver suite à l'inscription au patrimoine mondial de la grotte et l'ouverture de la restitution, et où on avait travaillé 2 ans en amont avec Pôle emploi sur la qualification des demandeurs d'emploi locaux et la mise en place de formations adéquates pour que ce soit les demandeurs locaux qui bénéficient des emplois qui allaient être créés plutôt que d'importer de la main-d'œuvre. Donc, c'est pour dire toutes les thématiques qu'on se retrouve à gérer, ce qui, du coup, inévitablement entraîne cette multiplicité d'acteurs dont je parlais tout à l'heure et de cultures différentes. Et donc, la même démarche que les copains, pour le coup, mettre déjà tout l'existant sur la table, en général, découvrir qu'il existe bien plus que ce qu'on pensait. Pour les exemples de sites qui sont déjà inscrits au patrimoine mondial de manière antérieure, ceux qui ont été inscrits avant que les plans de gestion soient obligatoires, donc avant 2007, c'est-à-dire les 2/3 des sites français au bas mot, ils sont déjà inscrits au patrimoine mondial et donc ils sont déjà gérés en fait. Le plan de gestion n'est pas rédigé, les instances de gouvernance politique et technique n'existent pas, ou pas toujours, ou alors sont pas réunies, ce qui arrive aussi souvent. Ça existe sur le papier, mais en vrai, vu que c'est un comité de plus à réunir, ils ne sont pas réunis quand ça n'a pas été encore transformé en véritable laboratoire de projet de territoire. Quand on les réunit pour les réunir, vous savez, quand on réunit pour valider, faire chacun une présentation d'où est-ce qu'on en est, et à la fin de la journée, se serrer la main et faire un compte-rendu pour dire qu'on l'a fait. Donc, c'est souvent à ça que ça ressemble, la gestion à l'heure actuelle. Mais en vrai, voilà, les monuments historiques sont déjà conservés, sont déjà restaurés. Enfin, voilà, toutes les thématiques dont je parlais tout à l'heure, il y a toujours déjà quelqu'un qui s'en occupe. Ce qui est intéressant quand on met tout sur la table, c'est qu'on découvre en général qu'on fait déjà bien plus que ce qu'on pensait. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de se mettre à avoir une culture partagée, à avoir tous les acteurs concernés qui savent enfin où on en est sur toutes les thématiques. Et ça permet, comme on l'a tous dit finalement, d'avoir cette espèce de bouillon de culture qui se met en place. Il y a une véritable intelligence collective qu'on voit apparaître dans ces réunions et qui est facilitée par l'utilisation de MIA pour le coup, mais ça j'en reparlerai plus tard. Avoir tout le monde autour de la table, avoir tout le monde avec le même niveau d'information et se rendre compte à quel point finalement on a plus de points communs que de différences, c'est souvent quelque chose qui permet d'arriver par le biais d'une effervescence un peu magique et le bon accompagnement, je suis là pour ça, ça permet vraiment d'accoucher de quelque chose qui est souvent bien plus grand que la somme de ses parts, comme on dit en anglais, je ne sais pas comment on dit en français d'ailleurs, mais le fait qu'une fois qu'on a mis bout à bout tout ce qui se faisait déjà, il y a ce moment inévitable où il y a une espèce de synergie qui prend et on arrive à faire bien plus. Et c'est ça qui est vraiment important et intéressant. Peut-être, moi, je veux bien amener un complément par rapport à ce que vient de dire Elisabeth.
c'est sur la façon dont on intervient, c'est-à-dire que bien souvent, effectivement, enfin, je parle pour moi, mais je pense que ça va être le cas pour mes collègues, on intervient sur demande d'un acteur en particulier. Et en fait, le portefeuille de projet, le bon portefeuille de projet, j'ai envie de dire, c'est le portefeuille de projet qui va dépasser cet acteur-là. C'est pas juste la somme des actions que cet acteur-là, qui nous a passé commande, va devoir porter. C'est l'ensemble des actions portées par les acteurs, quels qu'ils soient, qui vont contribuer à l'objectif qui est partagé avec les différents partenaires autour de la table. Et ça, c'est quelque chose d'absolument important parce que, Elisabeth le disait, bien souvent, il se fait beaucoup plus de choses que ce qu'on peut imaginer. Et bon, déjà, il faut éviter d'avoir cette idée d'hégémonie, puis cette idée aussi d'une approche descendante. Mais en plus, il faut éviter de penser qu'on est le seul à avoir les leviers, les réponses à la problématique. Et donc, le fait de dire le bon portefeuille de projet, c'est celui qu'on partage avec d'autres acteurs, c'est essentiel. Et ça mène à une autre question derrière qui est de dire, ensuite, pour faire vivre ce portefeuille de projet, pour faire vivre le projet de territoire, ça pose la question de la gouvernance qui va devoir être aussi pensée un peu différemment. C'est pas, il faut sortir de la gouvernance purement institutionnelle qu'on va connaître dans la collectivité et aller vers une gouvernance davantage inclusive, davantage contributive finalement, puisqu'on a réuni les différents acteurs autour de la table. Continuons de faire avec eux et ça, ce sera la méthode la plus efficace en fait pour piloter le projet au global et puis les différents chantiers qui le composent. Je vais reboucler sur ce que tu viens de dire, Vincent, du coup, et puis après, je laisserai la suite se dérouler. Mais oui, effectivement, c'est extrêmement important. Nous, c'est un axe très fort à la gouvernance partagée. J'en reparlerai tout à l'heure sur la prochaine question. Et cette gouvernance partagée, pour moi, elle est d'autant plus efficiente que dans la méthode, on a un rôle de transmetteur. C'est-à-dire qu'il faut absolument que cette méthode soit apprenante pour autonomiser au maximum les territoires. Notre objectif à nous, ce n'est pas de rester ou de revenir régulièrement pour faire les mêmes choses, c'est de transmettre impérativement cette capacité à faire ensemble et cette capacité à partir de l'action et des projets qui n'est pas innée et qui n'est pas aussi simple qu'on peut l'imaginer, même si elle devient rapidement naturelle une fois qu'on accompagne les projets. Mais voilà, cette gouvernance partagée et cette codécision et cette coaction, elle ne fonctionne que si à un moment donné, tout ça est apprenant et tout ça est transmetteur de pair en pair régulièrement. Merci. Alors, juste, pardon. Évidemment, une fois de plus, c'est terrible, vous savez que ça allait virer comme ça. Évidemment, pour compléter ce que Vincent et Flo viennent de dire, avec lequel, comme d'habitude, je suis entièrement d'accord. Et c'est vrai que nous, moi, sur les plans de gestion IESCO, souvent, c'est un accompagnement de 2 ou 3 ans. Et j'estime effectivement que le pari est réussi quand, à la fin des 2 ou 3 ans, les choses continuent à rouler sans moi. C'est très important. Si au moment où l'accompagnement s'arrête, tout s'arrête, ça ne sert à rien. Mais donc, il y a un élément que j'ai oublié de mentionner tout à l'heure, et je pense qu'il est très important aussi. La raison pour laquelle les accompagnements longs sont nécessaires et les bons outils sont nécessaires et les bons accompagnants sont nécessaires, c'est qu'on est vachement plus dans la maïeutique, finalement. On est dans l'accompagnement. C'est au territoire d'accoucher de son projet, celui qui colle, enfin, sur les sites du patrimoine mondial, là, je faisais la blague parce que j'ai fait coup sur coup les plans de gestion UNESCO des cathédrales de Bourges et de Chartres. Et ce sont 2 cathédrales gothiques majeures inscrites au patrimoine mondial situées en région Centre-Val de Loire. Et les points communs s'arrêtent là. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que j'ai fait un copier-coller des 2 plans de gestion, CTRL-F, remplacer Bourges par Chartres, et pouf, c'est fait, ça fera 50 000 € ma bonne dame. Mais en vrai, c'était pas aussi cher. Et bref, d'autre part, en vrai, les 2 plans de gestion n'ont absolument rien à voir. Ce ne sont pas du tout les mêmes problématiques, les mêmes enjeux. Ils ne disposent pas des mêmes moyens en termes d'ingénierie, en termes de finances. Les élus n'ont pas la même vision de ce qu'ils peuvent faire de leur site. Et les services de l'État, qui sont pourtant les mêmes quasiment des 2 côtés, ne mettent même pas les mêmes ressources à la disposition. Donc, c'est vraiment important d'accompagner le territoire dans le fait de se doter du projet qui lui correspond vraiment et surtout de faire preuve de pragmatisme, c'est-à-dire le projet qu'il peut vraiment mettre en œuvre derrière. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, avoir des super idées, je le disais, à 60 millions d'euros, c'est sympa. Mais on sait que par les temps qui courent, même dans le cadre d'un CPER en cours d'écriture, on n'arrive pas à les valoriser.
je ne sais pas qui sort encore à l'heure actuelle des projets publics à 60 millions d'euros, mais je dirais pas grand monde. Donc voilà, ça sert à rien d'arriver avec des idées toutes faites, avec voilà ce que l'UNESCO exige ou je ne sais quoi. Ce que l'UNESCO exige pour nous, c'est qu'il y ait vraiment tout le monde autour de la table, qu'on ait vraiment pris le temps de réfléchir honnêtement aux grands enjeux du site et du territoire, et qu'on ait, dans la mesure des moyens dont on dispose, cherché à y trouver des solutions et qu'on les mette vraiment en œuvre. C'est ça, l'attente. Ce n'est pas une attente démesurée de on est au patrimoine mondial, donc il faut avoir un centre d'interprétation immersif, à je ne sais pas combien, tout neuf. C'est vraiment pas l'idée, on n'en a parfois pas besoin. Et puis là, on discutait, a-t-on besoin ou pas d'avoir partout des systèmes de comptage, par exemple, sur les sites? Et la question se pose. C'est facile de dire, ça coûte pas cher, on le fait, mais on n'en a pas toujours vraiment besoin, en fait, typiquement. Donc c'est ce qui est vraiment important, je pense, et c'est pour ça qu'il faut vraiment… le thème là de la question, c'est accompagner l'émergence. Et c'est vraiment ça, c'est que ça part du territoire et on est là que pour l'accompagner. C'est la bascule entre la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'usage. Aujourd'hui, il faut qu'on soit sur la maîtrise d'usage, impérativement. Merci. On va continuer. En troisième question, quelle est votre vision du métier de consultant en 2021 et de ses prochaines évolutions pour la suite? Florence, si tu veux démarrer. Oui, je vais reboucler avec deux choses qui ont été évoquées tout à l'heure. La première, c'est on parlait de gouvernance partagée. En fait, sur ces métiers, alors consultant ou pas consultant, je ne sais pas si le terme est déjà approprié ou pas. En tous les cas, sur cet espace d'accompagnement, il y a pour ma part un besoin de lier la recherche à l'action. Et pas que parce que je viens du CNAM, mais parce que c'est important d'avoir dans le collectif des ressourceurs, si je repars de ça, on est une cinquantaine, on couvre l'ensemble du territoire et on a des chercheurs en recherche-action qui viennent régulièrement travailler sur des sujets qu'on a en commun. Et dans les sujets qu'on a en commun, on en a quelques-uns. La gouvernance partagée, ça en fait partie. Il y a quelque chose qu'on a appelé l'intrapreneuriat territorial. Et donc, comment on développe en fait cette création de valeur vernaculaire un peu différente. Il y a quelque chose où on travaille aussi autour de la responsabilité territoriale des entreprises. On passe de la RSE à la RTE. Alors, la RTE n'existe pas. Hein. La RTE, c'est une entreprise. Mais on est en train de travailler sur cette notion-là. Donc, dans cette approche complètement systémique et dans cette approche intégrée. Et puis, un espace qui m'est cher, qui est l'apprenance immersive. Donc, l'apprenance par les projets, l'apprenance vernaculaire. Comment ce sont les sachants, entre guillemets, et puis le rôle est régulièrement inversé, transmetteur, apprenant. Comment sont plutôt les experts, les sachants qui viennent sur les territoires accompagner des projets de territoire et des développements locaux, plutôt qu'à chaque fois déraciner des étudiants et les concentrer dans des villes. Alors, ça peut être très intéressant pour certains événements, et voilà, il y a des choses, il y a des mix à faire, mais en tous les cas, il me semble que le métier de consultant aujourd'hui, il tourne, en tous les cas pour moi, vers un métier de créateur de valeur locale, à la fois en tant que transmetteur, à la fois en tant que quasiment participant à cette nouvelle économie de la fonctionnalité ou cette économie symbiotique. On est à part entière, on fait partie du territoire. Et pour moi, il doit avoir un ancrage territorial aujourd'hui. C'est une vision totalement personnelle, hein, je le précise. Mais voilà, c'est aussi l'intérêt du collectif qu'on a pu monter dans les ressourceurs, puisqu'on est présent sur l'ensemble de la France. Et puis de temps en temps, on vient donner un petit coup de pouce aux collègues sur d'autres territoires, parce que chacun a des compétences et un regard un peu différent. Et je parlais de la maîtrise d'usage tout à l'heure. Cette approche est d'autant plus efficiente si on connaît bien son territoire et si on le vit soi-même. Donc après, ça ne veut pas dire qu'il faut impérativement habiter un territoire pour en accompagner d'autres. Hein. Mais je pense qu'aujourd'hui, un centre d'innovation territoriale ou un consultant en développement local, il doit être porteur de cette création de valeur. Voilà. Donc, lien entre recherche et action, créer un langage commun pour pouvoir mieux formaliser, regarder autrement les projets et les mobiliser, et tout ça au travers de la gouvernance partagée, la responsabilité territoriale des entreprises. Et puis, un territoire en transition est un territoire apprenant. Et ça, c'est l'élément majeur. Donc, comment nous, on est transmetteurs de cette apprenance dans l'avenir de ce métier. Et juste, si tu peux montrer la carte,
s'il te plaît, Laura. Voilà. Donc, c'est pour reboucler avec la présentation tout à l'heure de Village du Futur qui s'est fait dans la Nièvre et qui a été démultipliée à l'ensemble de la Bourgogne-Franche-Comté, puisque la région a décidé que cette expérimentation qui a duré 3-4 ans était très intéressante et très viable. Et donc, elle a ouvert les budgets à l'ensemble des communes de moins de 3000 habitants sur la Nièvre. Aujourd'hui, on a un syndicat mixte qui regroupe 3 EPCI, Châtaigneraie, Fontenay-Vendée et Vendée-Sèvres-Otise. On va travailler, c'est juste à côté de là où j'habite, à côté de ma propre interco. Et on va essayer de travailler dans cet axe-là, justement, comment le collectif des ressourceurs aujourd'hui en tant que consultant ou de centre d'innovation territoriale itinérant fait la bascule sur ce nouveau métier et comment il est créateur de valeur sur cet espace géographique et comment MIA justement vient apporter ça en plus de ce qu'on fait d'habitude dans les accompagnements. Voilà. Donc, on va tester une nouvelle chose, territoire en transition, territoire apprenant, avec le soutien de MIA. Merci Florence. Elisabeth? Pour une fois, je vais être brève parce que je pense que ça va être important de laisser de la place aux questions. D'une part, parce que comme d'habitude, je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Flo. Puis en plus de ça, moi, c'est un peu spécifique, c'est que j'ai exercé 15 ans pour les collectivités et services de l'État et je suis consultante de mon côté, toujours uniquement dans le domaine du patrimoine mondial. Donc, je pense que j'ai une vision un petit peu restreinte du métier de consultant, inévitablement. Je dirais que peut-être ce qui différencie ce que j'ai pu voir comme prestation par rapport à ce que j'essaie de moi apporter, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, cette notion de maïeutique, le fait de ne pas venir avec des solutions copier-coller, sous prétexte que les sites français du patrimoine mondial sont censés marcher tous un peu pareil, et de plutôt systématiquement prendre ce temps de comprendre le territoire, comprendre l'écosystème des acteurs, comprendre la réalité de ce qui se fait déjà et accompagner l'élaboration de solutions qui sont réellement faisables. Et sur les prochaines évolutions, c'est bien de laisser des questions pendant qu'on parle, ça évite de perdre le fil. Sur les évolutions, je pense qu'on est d'accord qu'il y a une sorte quand même de raréfaction. Je suis blonde, hein, c'est compliqué. De raréfaction de l'argent public. Je pense pas que les collectivités continuent à avoir les moyens de se faire livrer des rapports qui servent à caler les bibliothèques. Je pense que si on n'est pas là pour les accompagner dans le faire, on ne sert pas à grand-chose. Et j'espère que ça va s'arrêter parce que pour l'avoir vécu en collectivité, quand nos élus sont hyper motivés pour payer une étude à je ne sais pas combien de dizaines de milliers d'euros pour se faire entendre dire par un cabinet des choses qui soit vont servir à rien parce que pas adaptées, soit des choses que les membres de la collectivité, les techniciens leur disent déjà depuis des années, c'est agaçant. Quand d'un seul coup, plus la personne est payée cher, plus et plus elle vient de l'extérieur, plus sa parole a de la valeur, c'est quand même un petit peu frustrant pour tout le monde. Donc, par certains côtés, je suis contente j'aime penser qu'on va de moins en moins sortir des rapports qui servent à rien et de plus en plus accompagner les gens dans le faire. C'est déjà le cas, hein, ils viennent nous chercher pour avoir des solutions différentes, hein, ils ont bien compris que... Et puis vraiment adapter, moi je pense que c'est important de faire du sur-mesure et pour ça on a besoin d'être sur le terrain, on a besoin d'aller les voir, on a besoin de les connaître et voilà, c'est chronophage, mais c'est beaucoup plus intéressant en termes de résultats. Donc sur le métier de consultant, c'est un peu ce que je répondrais. Vincent, est-ce que tu veux rajouter un mot? Ouais, bah, ce qui est bien, c'est qu'on va pas partir fâché parce qu'on est vraiment d'accord sur tout. Non, dans les derniers éléments là qui ont été dits, je veux quand même revenir un peu là-dessus. Je suis d'accord, c'est quelque chose qui est en train de changer et fort heureusement. Il y a quand même encore, malgré tout, parfois quelques signes de ça. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu, pour moi, ça c'est l'évolution qui a déjà eu lieu ou en tout cas qui est en cours, ce rapport aux consultants, hem, jusqu'ici, on attendait que ce soit le sachant qui débarque et qui raconte la grande messe et qui amène les solutions, et d'ailleurs avec une impatience très forte, souvent des interlocuteurs en disant: «Mais dans votre diagnostic, je veux rien apprendre, allons directement aux actions», grosso modo. Alors que ce temps de diagnostic, il est essentiel effectivement pour, produire cette connaissance partagée, qu'on évoquait, tout à l'heure. C'est pas juste des chiffres, hein, c'est aussi de la connaissance, interacteur. C'est essentiel aussi pour commencer à construire ce langage, commun,
qu'on évoquait également. Et pour avoir cette appropriation du territoire et si toutefois on n'est pas du territoire, créer cette forme d'ancrage au territoire qu'on évoquait tout à l'heure. Donc ça reste un temps indispensable et donc c'est vrai qu'il peut y avoir une tendance encore aujourd'hui à aller vers ça. J'aime à croire qu'effectivement c'est plus, la dominante, et qu'effectivement on attend plus de nous qu'on soit là pour, accompagner à entrer dans le faire et alors clairement, ça doit pas être notre rôle de faire à la place. Ça, je pense que c'est aussi important de le dire. On peut être là pour, amener de l'impulsion, pour donner du rythme, pour faire cette maïeutique, qui était évoquée, tout à l'heure. Par contre, c'est pas nous qui devons, porter les actions et si toutefois on tombe vers ça, c'est qu'on est en échec. C'est-à-dire que je crois que c'est Florence, tout à l'heure qui disait, «Moi je considère que j'ai réussi quand ils ont plus besoin de moi à la fin» ou Elisabeth, je sais plus qui disait ça, peut-être les 2 d'ailleurs. Hem et pareil, je souscris à ça, c'est-à-dire que, on se rend compte des fois le processus de changement, il est un peu long, et il est pas c'est pas un long fleuve tranquille. Pour le vivre en ce moment, il peut y avoir, parfois des réticences ou la perception que ça va trop vite ou pas assez vite et cetera. Mais au bout du bout, quand on se rend compte qu'il y a une appropriation d'un autre, langage, qu'il y a une appropriation d'autres formes de méthodes et que les choses avancent dans le concret, on se dit que là, on a plutôt bien fait notre travail en définitive. Voilà et donc ce qui serait pas mal, c'est que, pour accompagner l'évolution du métier de consultant, il y ait une évolution de la façon dont on achète la prestation de conseil et ça, c'est important parce que, des fois enfin, si je simplifie à l'extrême, on vient pour répondre à des questions, à des problématiques qui sont posées et c'est quand même assez souvent qu'on se rend compte que la problématique est mal cernée, mal posée au départ et qu'il faut, vraiment, re-questionner la question avant de rentrer dans le dur et ça peut prendre du temps, c'est pas forcément écrit, c'est difficile à vendre, et donc ce serait bien effectivement qu'on trouve un peu plus d'agilité dans la façon de passer une commande, pour, laisser peut-être un peu plus, la possibilité de repartir justement du terrain, repartir des usages pour mieux poser la problématique et permettre vraiment d'aller dans une démarche qui va faire qu'on est à peu près sûr qu'on va pouvoir avancer, être dans le concret. Donc très concrètement, ça veut dire, déjà bannir l'idée même de partir sur les solutions, préidentifiées et bien se concentrer sur des besoins, mais aussi, savoir trouver des marges de manœuvre et de se dire que, on n'achète pas un nombre de jours en réalité. Je pense que ça, c'est important si on a une logique comptable sur les missions, et de notre côté, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour produire un nombre de jours, on est là pour produire un résultat, pour produire de l'impact. Donc, je pense que l'évolution du métier de consultant doit s'accompagner d'une évolution de la pratique de recours au consulting. Juste pour reboucler sur ce que tu viens de dire, il y a un exemple très concret, parce que je vois qu'il y a quelqu'un de la CCI Sud-Corse. Bonjour, compatriotes. On a travaillé avec la collectivité de Corse et avec Florent Orson de l'école de design de Nantes, justement sur cet axe de l'innovation publique. C'est-à-dire qu'on est, avant même de se dire comment on peut intervenir chez nous, ça tombe bien parce qu'on est on est originaire de là-bas, mais avant même d'intervenir sur ce territoire, on se dit comment on bosse avec eux en amont pour qu'ils regardent leur propre métier, leurs propres demandes et leur propre façon de demander différemment. Et ça a été extrêmement efficace. On a pris un an quand même pour le faire, voilà, avec de nombreux ateliers qui ont très très bien fonctionné. Et voilà, donc vive la Corse, vive l'exemple. Ça, c'était pour la blague. Mais franchement, c'est important. L'innovation publique de l'intérieur, travailler avec les agents, avec les élus pour transformer leurs pratiques, ça recoupe ce que tu viens de dire. Ouais et quelque part, on est un petit peu, je pense qu'avant d'être des accompagnateurs un peu coach, il faut qu'on soit presque des sparring partners. C'est-à-dire qu'on justement, on ait un premier temps qui soit dans, l'aide à la réflexion avant d'être, vraiment dans l'accompagnement en tant que tel. Bah, c'est une des grosses frustrations, hein. C'est que moi, je suis sur un truc quand même très spécifique, les plans de gestion de sites du patrimoine mondial. Évidemment, on répond à des appels d'offres avec des cahiers des charges. Et voilà, classique,
ben, j'ai le choix entre répondre au cahier des charges, et ça ne fait pas un plan de gestion ISO, ou je réponds à côté du cahier des charges et je n'ai pas le marché. Donc, c'est vous qui voyez. Et c'est super compliqué dans ces cas-là. Et il y a des sites qui ont l'intelligence de demander un AMO, plan de gestion, et où un cahier des charges fait plutôt 6 ou 7 pages. Mais j'ai, sans mentir, déjà hésité à, pour finalement décider de pas, répondre à des appels d'offres où le cahier des charges fait 25 pages. Où je dois à un moment, on se l'était tous relayé parce qu'on avait bien rigolé, il y avait le nombre de diapos du diaporama de la réunion de suivi. Donc il y avait un nombre minimal et maximal de diapos, voilà, donc c'est-à-dire, c'est bon. Donc j'imagine que si j'en avais prévu moins, je mettrais des photos de mes vacances pour meubler, et que si j'en avais prévu plus, tant pis, je n'aborderais pas des points importants parce que ça dépasse, c'est complètement idiot quand on y pense. Et il y avait une phase d'élaboration du périmètre de candidature où j'avais un certain nombre de périmètres à amener à telle réunion, puis après un certain nombre moins à la suivante, et ainsi de suite. Et j'étais là, mais non, il y a plusieurs périmètres éventuellement possibles auquel cas on offre un choix, ou il n'y en a peut-être pas, peut-être que ça s'impose de par la réalité patrimoniale et des protections à la réalité paysagère. Enfin, voilà, quand on voit à quel point les collectivités peuvent parfois être directives dans le passage de commandes, et quand nous, on est en face en train de leur dire, bah, attendez, d'abord, on a une expertise dans le domaine, a priori, la logique voudrait qu'on s'y connaisse un poil plus que vous, et d'autre part, vous ne pouvez pas, vous, écrire à l'avance comment va se passer toute la mission, on est là pour faire ensemble. Donc voilà, c'est typiquement important de faire passer le message. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de gens qui sont dans les services marchés des collectivités qui le savent aujourd'hui, mais par pitié, arrêtez de faire surrédiger des cahiers des charges qui, à l'arrivée, ne vont pas répondre à votre besoin en plus. Voilà, c'était l'appel désespéré. La bouteille à la mer. Merci à tous. On passe à la 4e question pour laisser un peu de temps aux questions dans la seconde partie. Donc, quelle est la valeur créée par la mobilisation de MIA dans l'animation de vos missions? Vincent, si tu veux répondre. Ouais. Très bien. Ben, MIA, ça a une valeur importante au sens où déjà c'est un outil qui est visuel. Et ça a une force énorme en fait, parce que les messages passent beaucoup plus vite, et puis je pense qu'ils restent aussi davantage. C'est vrai que parfois on est obligé de passer par des concepts, etc., pour pouvoir ensuite rentrer dans la pratique, et on voit bien à quel point ça peut être difficile. Là, pour le coup, c'est vraiment du concret, c'est du visuel, et le message, quelque part, il est immédiat, il est implacable. Tout à l'heure, on disait, bien souvent, il se fait beaucoup plus de choses que ce qu'on pense. Il y a beaucoup plus de ressources disponibles, mobilisables, que ce qu'on imagine. Ça, j'ai presque envie de dire, c'est systématiquement vrai. C'est-à-dire qu'on sous-estime un peu nos territoires, la capacité d'initiative qu'il peut y avoir, la richesse des ressources qu'il peut y avoir. Et donc ça permet effectivement de porter un regard nouveau, un éclairage nouveau. Je disais tout à l'heure, l'impatience et le côté je vais rien apprendre dans votre diagnostic. Bon, bah, quand on en passe par là, effectivement, on en revient, puisque on a appris des choses, on a découvert, on a posé un autre regard sur le territoire. Et puis ensuite, MIA, au-delà de cet impact visuel, on le disait, c'est aussi un levier pour commencer à créer ce langage commun. Alors, c'est à double tranchant, c'est-à-dire que je reviens sur la façon dont on intervient dans le cadre de consultations, et cetera. On n'est pas là pour vendre des jours. Malheureusement, on a aussi un cadre économique, une contrainte économique à tenir, et donc on est parfois obligé effectivement de faire des choix, des arbitrages sur la façon dont on va procéder. Et sur la façon dont on va procéder, il y aurait tout un travail à faire assez fin pour préparer l'utilisation de MIA sur le bon choix des mots, ce genre de choses, qu'on n'a pas toujours le luxe de pouvoir se permettre. Et donc, des fois, on arrive avec un MIA déjà paramétré, et on propose cette lecture-là. Et on se rend compte à l'usage que c'est pas forcément tout à fait les bons mots qu'on a utilisés. Que même si dans la pratique, on arrive à produire l'exercice, on se rend compte que pour la création d'un langage commun, il aurait peut-être fallu quand même prendre le temps de faire ce travail, de bien nommer les choses, de bien identifier la façon dont on veut les représenter, etc. Donc, pour le coup, si on a le temps, je trouve que MIA peut être un très bon outil aussi pour structurer cette phase-là, qui peut être assez importante pour la suite. Et puis après, MIA, c'est aussi
l'occasion de dire, justement, quand on va partir, vous avez un livrable qui est pas un rapport qui va servir à caler une étagère, mais vous avez un livrable qui est vivant. Et ça, c'est quand même super chouette parce que ça veut dire que non seulement vous avez pu avoir besoin de nous parce que vous allez avoir, les clés, méthodo entre les mains, mais en plus, vous avez un outil qui vous permet de continuer à travailler ensemble et à actualiser en permanence ce travail qu'on a engagé, collectivement. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut pour, faire vivre la démarche et la porter dans le temps. Ce qui est clairement pas le cas quand on remet un diapo avec, des fiches actions, et cetera. Alors, je dis pas que parfois il faut pas le faire en parallèle. Moi, je trouve que si on pouvait, petit à petit s'en passer pour être sur un outil, vraiment, effectivement, où on a joué le jeu de le paramétrer à fond et de le renseigner à fond pour, s'appuyer strictement sur cet outil-là, je pense qu'on ferait effectivement un grand pas en termes d'efficacité et en termes de capacité à générer de l'engagement par rapport aux différents acteurs. Merci Vincent. Elisabeth, si tu veux réagir, à ton tour? Bon, hein, comme d'hab, d'accord avec Vincent, hein, comme ça c'est fait. Après, j'imagine que si on n'avait pas des tonnes de points communs dans notre pratique, on ne se retrouverait pas à être des consultants qui utilisent MIA. Donc voilà, c'est pas hyper étonnant qu'on soit pas hyper dans la confrontation. J'insisterai effectivement sur le fait que vu qu'on a tous cette spécificité de travailler avec des acteurs multiples de cultures différentes, la représentation graphique et cartographique est effectivement une espèce de petit miracle pour dépasser les différences de culture professionnelle et de langage, et c'est vraiment utile. Le fait que la représentation de l'écosystème est aussi effectivement un bon moyen de bien visualiser les acteurs multiples et leurs liens, ce qui effectivement facilite le diagnostic, aussi le basculement en mode projet, aussi la découverte d'à quel point c'est beaucoup plus riche que ce qu'on pensait au départ, donc tout d'accord. Ce qui est pratique aussi sur MIA, c'est la partie portefeuille de projet. Moi, je trouve vraiment très bien faite pour faciliter l'élaboration participative des fiches actions dans le cadre du plan de gestion, c'est-à-dire le fait d'avoir des fiches en ligne à laquelle chaque personne en charge de telle ou telle partie peut venir contribuer directement pour avoir eu l'immense plaisir d'échanger des documents Word, plus personne ne sait sur quelle version on parle et tout. Si jamais tu peux mettre, Laura, brièvement la diapo où on voit les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors, j'emploierai pas le terme compliqué parce que ça agace souverainement les gens qui gèrent, mais ça, c'est un site du patrimoine mondial. C'est en fait les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, sauf qu'au lieu d'être une cathédrale ou un canal du Midi, et encore le canal du Midi, bon courage, ce sont 78 composantes réparties sur 10 des 13 régions françaises. Une partie sont des cathédrales qui sont propriétés de l'État, le reste sont des églises ou des anciens hôpitaux ou hospices de pèlerins qui sont propriétés en général des communes. Donc ça va il y a la Tour Saint-Jacques à Paris, en termes de membres de l'association des biens qui gèrent les chemins de Saint-Jacques, jusqu'à une commune qui a 90 habitants, je crois. Voilà, hein, le grand écart que ça représente, d'essayer de mettre en place un plan de gestion là-dessus. Inutile de vous dire que sans une solution en ligne de suivi d'un portefeuille de projet, ce serait absolument ingérable. Et voilà, ça va être un outil qui va être vraiment utile pour ça, pour faciliter aussi la mise en œuvre. Ce qui est bien aussi, moi dans le cadre de l'UNESCO, on doit envoyer le plan de gestion une fois qu'il est finalisé, on doit l'annexer à un certain nombre de délibres de collectivités, on doit l'annexer à un arrêté préfectoral et on doit l'envoyer au Centre du patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc à un moment, nous, on est obligé d'exporter et on est en train de travailler avec les techniciens de MIA à la facilitation de cette fonction d'export qui leur a pas été très utile jusqu'à maintenant, parce que quand on pilote vraiment du projet de territoire, on n'en a pas besoin. Mais nous, quand on a besoin donc de produire à un moment un document pour pouvoir le déposer ou l'annexer, c'est une fonctionnalité qu'on est en train de faire, de finaliser ensemble. Donc ça, c'est vraiment important. Et après, pour l'apport de MIA dans mon métier de consultante en général, parce que je pense que c'est important, ce qui est intéressant aussi, c'est que moi, ça m'a rien coûté de faire appel à MIA. J'ai pas dû acheter une licence ni rien de tout ça. J'ai intégré MIA dans ma réponse à l'appel d'offres pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. À la fois le coût de la licence et le coût des jours de mise à disposition, déploiement, personnalisation par rapport aux spécificités des chemins de Saint-Jacques.
Et du coup, ce surcoût, entre guillemets, de MIA est largement compensé par les jours que j'ai pu enlever dans la partie diagnostic, parce que je sais que ça va aller qu'un soit plus vite grâce à ça. Dans la partie passage en mode projet, évidemment, ça évite donc, j'en parlais tout à l'heure, le suivi bien pénible des documents multiples pour les fiches actions. Donc, la proposition, elle est au moins autant compétitive financièrement que si j'avais voulu tout faire toute seule. Sauf qu'en fait, comme je l'ai vu dans la carte, et j'espère que vous l'avez vu aussi, j'aurais jamais réussi à tout faire toute seule sans un outil de facilitation. Et en plus de ça, les jours que j'ai libérés là-dessus, je peux les déployer ailleurs, sur des aspects plus stratégiques, sur lesquels j'ai une vraie plus-value, ou sur d'autres de mes dossiers, parce que c'est malheureusement ou heureusement, je ne sais pas dans quel sens on peut le prendre, pas mon seul client. Donc, je voulais aussi répondre sur cet aspect-là, sur comment on intègre MIA aux réponses aux appels d'offres, comment on intègre MIA enfin voilà. Et vraiment, je pense que ce qui est important à mettre en évidence, c'est que le pseudo surcoût est plus que largement compensé. Et je pense que vraiment, mon offre pour les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, elle était de toute façon bien meilleure, et qu'une des raisons pour lesquelles on l'a obtenue, c'est par ce biais-là. Il y a un dernier élément, si tu as fini, Lisa. Il y a un dernier élément sur la valeur ajoutée de MIA. Alors, moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Vincent en termes de visibilité et de langage commun. Moi, quand associer cette cartographie à un langage commun, moi, ça passe par des ateliers de doodling. Je ne sais pas si le doodling, ça vous parle. C'est de la création de… En fait, on choisit des éléments de langage et on y associe, on fabrique ensemble un picto. Et du coup, c'est extrêmement parlant parce que derrière les mots, on ne met pas toujours les mêmes choses. Parce que tu parlais des catégories, tu parlais de plein de choses comme ça là, dans la plateforme. Et oui, il y a un premier débroussaillage où on commence à cartographier avec MIA et on commence à faire des choses. Et puis en cours de route, on se pose un peu et on fabrique un langage commun à partir de mots et de pictos. Et ça donne une vraie spécificité au territoire et au projet. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où chaque projet est unique parce que chaque picto, chaque langage est très spécifique. Et ça permet absolument d'avoir un langage commun, les mots ne suffisant pas, le picto associé, voilà. C'est la première chose. La deuxième chose, pour rebondir sur ce que tu disais, Lisa, il y a évidemment la carto, il y a évidemment le pilotage. Il y a pour moi, pour l'ensemble des acteurs, une énorme plus-value en dehors du coût intégré, etc. C'est la communication. On a un logging simplement de lecteurs. On a les extractions potentielles, on a en tout cas un partage du travail qui est fait et de la montée en puissance qui est essentiel pour les acteurs pour montrer ce qu'ils font et donner à voir, notamment pour les collectivités, mais pas que, c'est essentiel. Et du coup, ça simplifie cette partie de communication. Elle est extrêmement ludique, elle est manipulable et c'est une vraie valeur ajoutée pour les acteurs de ces projets-là que de pouvoir communiquer simplement et rapidement et de faire partager ça. Je vais rajouter juste une chose, c'est un point de détail, mais qui en fait peut avoir son importance dans la façon d'être dans la co-construction, c'est que c'est un outil visuel, je le disais, mais c'est aussi, ça a la particularité d'être un outil cartographique. Et ce qui est très intéressant, c'est que quand on travaille sur des champs publics, forcément, il y a une notion d'institutionnel qui entre là-dedans. Et le fait de travailler sur une carte avec la représentation du territoire, des territoires, finalement, la dimension territoriale prend le pas sur la dimension institutionnelle. Et ça, c'est quelque chose d'hyper important parce qu'effectivement, on sort de la question de est-ce que ça relève de mes compétences ou pas. On va être plutôt dans la réponse à est-ce que ça relève de l'intérêt du territoire, est-ce que c'est sur le territoire ou pas. Et typiquement sur la mobilisation des ressources dont on parlait tout à l'heure, c'est pas parce que la ressource n'est pas sur le territoire que le modèle de développement du territoire s'appuie pas dessus, ou c'est pas parce qu'elle n'est pas sur le territoire qu'on ne peut pas la mobiliser derrière pour faire des choses sur le territoire. Et ça, c'est aussi quelque chose d'important. Et c'est vrai que cette dimension cartographique, quand on travaille sur le territoire, elle est évidemment incontournable. Et là, je trouve que ça permet effectivement de dissocier la dimension territoriale et la dimension institutionnelle. Merci à tous. Je vais laisser la parole à Vincent pour conclure. Il n'y a pas de questions, a priori. Pour l'instant, vous m'entendez? non. Oui, on t'entend. D'accord. Très bien. Bon, ben, je vais conclure, mais quoi conclure? Ils ont pratiquement tout dit, en fait.
alors, par contre, je vais essayer peut-être d'éclairer ce qu'ils ont dit avec un regard, plutôt le regard, on va dire, du chercheur, pas de l'acteur. En fait, dans leur description, ce qui est tous les trois d'ailleurs, ils ont décrit un peu leur monde dans lequel ils interviennent. C'est des systèmes beaucoup plus ouverts sur des supports où il n'y a pas de continuité organisationnelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une entreprise normale, une organisation à peu près classique, on a des processus, des liens de subordination, etc. Alors, quand on travaille sur un territoire, tout ça est beaucoup plus ouvert et beaucoup moins défini. Et puis, il y a un autre élément qu'ils ont tous rappelé, c'est que on intervient il y a déjà des choses. On n'arrive pas sur un territoire vierge. Donc, il y a une historique de pratique, de stratégie d'acteurs, et du coup, où c'est un peu agencé un certain système de valeurs. Et on peut dire que dans l'ensemble, tout ça est en train de bouger et pose trois grandes questions à tous les acteurs qui veulent intervenir. La première, ça a été évoqué, c'est la question du sens. D'accord? On doit intervenir de plus en plus, mobiliser davantage de ressources, combiner économie sociale, environnementale, avec un nombre d'acteurs toujours plus important, sur des sujets toujours plus transversaux, et la fabrication des enjeux, elle est relativement compliquée, en tout cas beaucoup plus compliquée qu'auparavant. Le deuxième point, ça a été également évoqué, c'est la question du passage à l'action. Tous les projets aujourd'hui dans ce genre de support, c'est-à-dire des territoires, butent évidemment parce qu'il y a cette absence de continuité organisationnelle. Donc, comment on fait pour fabriquer cette gouvernance de projet? Et puis, il y a la question de la méthode. On voit bien que ce qui a été évoqué, je vais mettre de côté, en gros, ce qui est dit, c'est partir des possibilités, partir des besoins, partir des usages, commencer à tisser des liens entre les ressources, etc. Et bien entendu, miser sur cet écosystème de ressources. Alors, quand on a dit ça, pourquoi MIA peut répondre, ou en tout cas répond à ces différents problèmes? La première, et il ne faut pas l'oublier, c'est une image vaut 1000 mots. Et la question cognitive, elle est évidemment centrale pour la question du sens. Et MIA, si vous voulez, fabrique un cadre. Un cadre, et Vincent l'a bien dit, c'est que la dimension territoriale prend le pas sur la dimension institutionnelle ou la dimension acteur. Ce qu'on voit, c'est d'abord un territoire. C'est comme si on voyait finalement un terrain de foot et on dit voilà, c'est sur ce terrain qu'on va jouer. Avant de dire on veut faire ça, nous, acteurs. Et ça, c'est très important parce que du coup, ça permet de dire c'est le premier commun que vous fabriquez. Il y a un deuxième point qui va être très important, c'est la cartographie des écosystèmes et des ressources. En fait, ça paraît rien cette affaire, mais elle est très compliquée parce qu'en réalité, on va parler de grammaire, c'est-à-dire un ensemble de règles que l'on suit pour parler, écrire correctement une langue. C'est ça une grammaire. Et en fait, quand vous allez commencer à identifier des ressources, à poser des liens, vous allez écrire la grammaire du projet de territoire. Et c'est plus la grammaire des acteurs, de la collectivité, des entrepreneurs. Ça doit être une grammaire collective. Et du coup, la question du paramétrage de MIA, et Vincent, tu as raison, si on savait tout à l'avance quelle grammaire on pourrait utiliser, finalement, on aurait tout ça en bibliothèque, on pourrait le sortir, mais ce n'est pas le cas. En revanche, on a quand même des éléments qui permettent de structurer ça. Mais une fois que vous avez posé le cadre, que vous avez commencé à poser la grammaire, les acteurs vont commencer à se parler. Ils vont, et c'est l'autre élément, confronter en fait ces représentations à la réalité, au fonctionnement de l'écosystème. Parce que ce que me permet aussi MIA, et ça a été très bien dit, c'est du coup de dire, on fait des choses, mais voilà, grosso modo, est-ce que ces choses sont bien alignées sur les objectifs. Je prends un exemple, il n'y a pas très longtemps, j'animais un atelier dans une région, je ne vais pas dire laquelle pour embêter personne, et dans cet atelier, j'avais le conseil régional, la caisse des dépôts, les consulaires, il y avait différents acteurs. Je leur ai demandé, donc l'objectif c'était d'accélérer les transitions. Ils ont cartographié très vite les ressources, mais la deuxième partie de l'atelier c'était d'identifier les liens entre les ressources et l'objectif.
Et personne n'a voulu le faire, parce que d'abord, ils étaient bien souvent incapables de qualifier le lien qui existait entre la ressource et l'objectif, et deuxièmement, ils ne voulaient pas se déjuger entre eux. En revanche, ça a permis de pointer du doigt une chose, c'est que cet écosystème-là, en gros, le problème ne venait pas des ressources, et c'est ce que tous les trois ont dit, il y a beaucoup de ressources sur les territoires, mais venait beaucoup plus de la manière dont l'écosystème fonctionnait. Et le deuxième élément, c'est que ça a permis de dire que cet écosystème, on ne peut pas le piloter par le haut, c'est-à-dire qu'on ne peut pas changer, intervenir par l'offre, mais on est obligé, si on veut le transformer, d'intervenir par les usages, la demande, les besoins, etc. Et ça, MIA a permis de le faire finalement dans un espace de temps assez réduit. Et le dernier point, c'est sur finalement le métier de consultant. Et c'est vrai que les questions, souvent les cahiers des charges répondent à des questions qui ne sont pas toujours bien posées. Mais c'est comme un chercheur. Il passe beaucoup plus de temps à poser sa problématique, à y répondre. Et donc ça, c'est pas en soi un problème. Le seul truc, c'est qu'il faut le savoir au départ. Et du coup, il faut quelque chose d'assez plastique. Et ce que d'ailleurs permet MIA, parce que vous allez de plus en plus, en tout cas ceux qui accompagnent les projets, piloter deux types de processus qu'il faut hybrider. Quelque chose de très visible et de très linéaire, où vous produisez des connaissances, des livrables, ça produit des rapports, voilà, en général, ou des diaporamas, ou je ne sais pas quoi. Et puis, il y a un processus beaucoup plus invisible, récursif, qui porte une dynamique. Et ça, quand vous avez terminé votre mission, si vous n'avez pas quelque chose qui matérialise ça, ça disparaît. Et ce que permet MIA, effectivement, ça permet de fabriquer, si vous voulez, en fait, de matérialiser, entre guillemets, cette dynamique. Et puis, je ne reviens pas sur ce qui a été dit, c'est sur la maturité des projets, tout ça à poursuivre. Après, bon, on est dans une logique de pilotage. Et au final, si vous voulez, comment moi, je résume un peu ce qu'est MIA, en gros, je dirais, c'est pratiquement 2 tubes de colle, ou un, selon comment on veut, mais je ne crois pas qu'il y ait une colle qui peut faire tout ça. Il y a une colle cognitive et une colle organisationnelle. La colle cognitive, c'est pour rassembler toutes les représentations des acteurs et de les ajuster et de les coller. Et puis, la colle organisationnelle, je vais y arriver, c'est pour faciliter ce passage à l'action. Merci Vincent et merci à tous. On vous donne la parole. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser dans le chat et puis on y répond. J'en étais sûre. Soit on a été très clair, soit on a assommé tout le monde. Exactement ce que vous allez dire mot pour mot, quoi, c'est ça. Quand je vois déjà à quel point on est hyper d'accord tous les trois, je me dis que si les gens prennent la parole pour dire qu'ils sont d'accord aussi, c'est peut-être une plus-value limitée, mais bon. Voilà. C'était plutôt clair. Non, c'était très clair. C'est merveilleux. Oui, si on n'a pas de questions, on va pouvoir s'arrêter. Je soupçonne les gens d'avoir faim aussi. C'est possible. Eh bien, merci à tous pour votre participation. Merci à nos 3 ambassadeurs et merci à Vincent. Et puis, je vous souhaite une belle journée. Un bon appétit. Au revoir. Au revoir et merci. Merci.